Oui, critique de la société de consommation. Bon, c'est un film assez drôle à regarder, plutôt pas mal. Si jamais ça vous tente, je vous le recommande. Il se trouve sur YouTube assez facilement. Et donc là, c'est une scène qui clairement rappelle les scènes du Black Friday. Enfin, c'est pas du tout une scène inconnue de nos imaginaires collectifs sur la société de consommation. Et où là, on a donc affaire à des créatures dédiées à euh, euh, l'errance autophage, hein, l'errance dans un centre commercial, sans trop de direction. Il y a une scène assez célèbre où on voit les protagonistes qui essayent de se protéger des zombies, qui regardent un peu désolés ces zombies et qui se posent la question de ce qu'ils font ici et qui trouvent la réponse en disant que finalement c'est une question d'habitude pour eux, à savoir que les zombies ont un peu, ne font que répéter ce dont ils ont la mémoire dans leur corps et dans leurs muscles, et du coup qu'ils reviennent à l'endroit qui était le plus important pour eux, c'est ce que dit la scène du film, à savoir l'endroit de la consommation collective. Alors, euh, j'avais mis une première image pour parler des zombies, vous vous en rappelez peut-être. C'était une image d'un d'un vieillard qui est sur le point d'être la proie d'une attaque. Euh, et je l'ai mis cette image, non pas pour seulement la blague, mais aussi parce qu'il se trouve que la pandémie de zombies, enfin l'obsession pour la figure du zombie, elle vient à un moment assez critique dans l'histoire de la médecine, qui est le moment où on invente euh, où on est en train d'inventer la maladie d'Alzheimer. Vous connaissez peut-être cette fonction, enfin cette maladie, ce syndrome qui n'en est pas vraiment un, il n'est pas très bien repéré, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire. On pense qu'il est essentiellement une manière de décrire, de mettre un autre mot sur le mot sénilité, si vous voulez. C'est juste c'est-à-dire, c'est les vieux, quoi. Euh, mais disons, la maladie d'Alzheimer, elle est née à un moment assez critique, qui est ce moment où on commençait à se diriger vers la fin du du baby boom et le début du papy boom, hein. Donc le début de la multiplication euh, d'un quatrième âge ou d'un cinquième âge. Euh, alors pourquoi je raconte ça? La maladie d'Alzheimer, enfin Alois Alzheimer, vous savez, il théorise son idée au début du XXe siècle. Donc c'est pas du tout au moment où, où Alzheimer théorise la maladie de la sénilité qu'elle prend célébrité, qu'elle devient une pandémie. C'est plutôt dans les années 70, à ce moment clé, donc, où on commence à avoir peur que le monde se remplisse un peu trop de vieux, c'est-à-dire un peu trop de personnes qui marchent lentement, qui oublient des choses et qui parfois mordent leurs proches. Alors, évidemment, vous commencez à entendre dans cette petite liste de caractéristiques euh, un certain nombre des caractéristiques qui sont celles des zombies eux-mêmes. Alors, il se trouve qu'il y a des études qui ont essayé de montrer comment il y a eu un trajet euh, de, de, une sémiose, hein, c'est-à-dire une transformation des images de l'un à l'autre, et que probablement les caractéristiques que Romero invente des zombies sont pas très loin d'être des caractéristiques de cette population grandissante que sont celles des personnes âgées dans notre monde. Il y a une d'entre vous, des A5, Anaïs Guédini, qui a fait un très beau travail sur cette question, sur la question de la maladie d'Alzheimer et sa connexion aux zombies pour son mémoire de fin de cycle. Voilà. Je le mentionnais parce que c'était cool.
Ok. Bon, en tout cas, voilà. Il est très clair qu'il y a une connexion qui est faite entre ces créatures qui sont, enfin, c'est quand même bien de le noter, c'est une des rares mythologies contemporaines. C'est-à-dire, on n'a pas 15 000 créatures qu'on a inventées au XXe siècle. On en a presque quasiment que deux. C'est le cyborg et le zombie. Donc, c'est quand même relativement important pour dire voilà, qui nous sommes, au sens de quelle est cette civilisation et de quelle créature elle peuple son monde. Ben, on peut dire elle peuple son monde de morts-vivants, euh, donc disons de cannibales. Et elle peuple son monde aussi d'hybrides. Bon, on va voir comment ces deux filles, au cours de l'année, on va pas mal investir la figure de l'hybride, qui prend beaucoup de visages, à dire vrai, euh, que ce soit celle des chimères, hein, enfin des créatures qui viennent de la composition de plusieurs autres, ou celle tout simplement des cyborgs, comme je le disais. Là, si on se concentre sur la figure des êtres qui reviennent qui reviennent de la mort, c'est une figure, donc, comme je disais, qui est pas mal utilisée. Là, on voit une performance qui a été faite à l'occasion du G20 en Allemagne en 2017, où des activistes se sont présentés comme une horde de zombies à l'accueil des dirigeants du G20 pour indiquer quoi? Pour indiquer, alors bien sûr, la surconsommation, la société la destruction de la planète par une consommation systématique des mêmes objets, etc., la zombification des esprits, bon, toute cet imaginaire très clair qui est assez bien identifié avec le mot zombie. Mais je pense aussi ce qu'ils indiquent, c'était très clair dans leur déclaration, ce qu'ils indiquent, c'est aussi que, en se présentant eux-mêmes comme des zombies, ces activistes montrent qu'il y a une espèce de parenté entre celles qui vivent sous terre et celles qui vivent sur terre. Il y a un peu l'idée on devrait être capable, on devrait avoir pour but, on pourrait se donner pour but de créer des alliances entre les souterrains et les surterrains, si vous voulez. Entre celles qui grouillent les forces terriennes, quoi, et celles qui marchent sur Terre. Donc il y a quelque chose là d'une solidarité potentielle qui est proposée entre le sous-sol et les terriens sous la forme donc de la horde zombie qui peut être en elle-même une figure dont on peut se réclamer. On peut dire, oui, ben, si nous sommes des zombies, soyons concrètes, si nous sommes des zombies, ça veut aussi dire que nous appartenons au sous-sol et qu'en tant que représentante potentielle du sous-sol, nous pouvons créer des alliances avec nos autres petites bestioles camarades des habitats souterrains. Voilà, alors il est 17h30 et ça tombe bien parce que j'en ai fini avec les zombies et ce détour apparent d'une figure cannibale négative qui vient de se retourner en figure positive. Donc on pourrait peut-être faire une pause à moins qu'il y ait une question. Ok, boomer, c'est moi le boomer ou la boomeuse. Euh, est-ce qu'il y a des questions qui voudraient se poser ou est-ce qu'on en profite pour faire une petite pause et aller voir ailleurs? Ça a l'air d'être... je vous ai assommé de zombies. Ça va, c'est pas trop trash ce que je vous raconte. Bien. Brains. Brains. Pardon. Je rêvais de faire ça dans un. Ça va, c'est pas trop violent le micro. Ok. Alors, je voulais. Brains, merci. Dans le dialogue, ça apparaît aussi.
OK. Petite pause wig. Alors pour, faire la pause, je vous propose qu'on écoute la voix, voilà, charmante, hop, top, d'Anaël, Jaguar qui, a fait un enregistrement radio quasi radiophonique pour son audiobook. Ils sont tout à fait, écoutables, hein, sur le nuage, via le lien qui se trouve, en haut et que vous avez toutes. Vous pouvez assez bien, l'explorer. Voilà, je nous, le fais écouter, ça nous fait 9h30, 9 minutes et demie de petite pause et c'est inclus dans l'enregistrement du cours. À tout à l'heure. J'ai longtemps supplié la lune de rentrer à la maison. Vague des jours lents, je vague vers les détours de lenteur. Pour moi, le temps n'existe pas. Il flotte. Chez Je- moi, pas d'avant, pas d'après. Je flotte, Seulement, je flotte. tout en suspens. Moi inadapté, observe la vie terrienne sans comprendre. Il flotte un peu autour de vous comme une ombre. Observe, Je flotte un peu sensible autour un de peu des vous deux comme côtés, observatrice, toujours ailleurs. demi-fantôme. Un lieu sans lieu. Le ralenti est tout simplement ralenti comme c'est, le temps réel. Pour moi, le temps n'existe pas. Il flotte. Chez moi, pas d'avant, pas d'après. Seulement, tout en suspens. Violence, Violence. violence. Tout partout en même temps. Enfant ubique. Fleurissent les flamèches comme salade de pensée. Tout passe devant moi, vitre sombre, je chuchote dans les mots. Décalage temporel. Humain bizarre. Des tourbilles dans la tête. Tout est nouveau. Traverser la matière sans déchirer l'espace. Le temps ralenti et le temps réel. Transformation permanente. Les yeux fermés. Accident. Accident. Tendresse comme vandalisme. Réaliser des averses. Percevoir l'imperceptible. Hypersensible. Microviolence comme ultraviolence. Microviolence comme ultraviolence. Je peux traverser la matière sans déchirer l'espace. sans déchirer l'espace. Comme tu n'es pas fait de chair, je traverse. J'ai peur de devenir un sentiment. Enfant de la schizophrénie, je subis votre violence, coincé sur votre plan. Aujourd'hui, des tourbillons dans la tête. Tout est nouveau. Enfant malade par ici. Ça va trop vite, n'allez pas si vite. Ça veut plus rien dire, on tombe dans des accidents. Je peux traverser la matière sans déchirer l'espace. Comme tu n'es pas fait de chair, je traverse. Hypersensible au son, ça fait de la bouillie de pensée avec les trains par-dessus et l'odeur du sang dans la bouche. Les fantômes sentent la menthe. Peur. Du bruit de l'aspirateur, j'ai peur. Il s'agit de parler de peur, floue, à l'intérieur de moi entier.
les tourbilles dans la tête comme salade de pensée, les poissons dans la tête. Les poissons. Les poissons dans la tête. Cœur qui cogne quand le feu passe au rouge. Cœur qui cogne quand le feu passe au rouge. Bruit laisse des tensions dans l'air. Voiture la nuit, pas si pire. Tu vois tes mains? Si on les coupe, on peut les voir bouger plus loin. Tout faire vibrer ensemble, comme tourbille du bout des doigts. Les poissons me regardent. Et à ce moment-là, Voilà, c'est c'est comme comme du du poisson coton de pensé, tu pensée. vois. Tu vois, Ça pourrait s'évaporer à tout moment, mais ça reste encore. un peu. On sait pas vraiment pourquoi. Tout droit dans le soleil. Pleinement cette eau. Dans les poumons apaise le feu dans la poitrine. Tout change tout le temps. Corps se souvient, je l'abreuve encore de ton eau. Je nage dans vos têtes pleines Pleine d'eau. d'eau. Poisson. Poisson pensé, je parle au poisson pensé. Moi inadapté. À l'intérieur de moi entier. Poursuivre comme colère partout un peu. À l'intérieur de moi. À quoi ça sert de percevoir aussi vite qu'un oiseau rapide si la vitesse et le mouvement continuent de fuir ailleurs? Bouillant en moi autre chose. Vibre. L'orage est lourd et silent. Intervalle entre les matières, les couleurs et les sons où s'engouffrent les lignes de fuite, les lignes de monde. Absence comme présence pesante. Comme L'orage est lourd et hypersensible. silent. On finit par confondre les vies et les points brillants dans le ciel. Les explosions. On finit par confondre les vies et les points brillants dans le ciel. Les explosions. État d'âme aux commissures, bouillon d'instant, les trains qui passent et infini. Absence. Moi inadapté. Ça veut rien dire. Pour moi, tout ça, vous savez. Quelqu'un a mangé en avion, j'étais dans cet avion. Comment sortir de l'avion? Je nage dans vos têtes pleines d'eau. On ouvre toujours ma porte. Du sang pensé. Chien comme piscine gonflable. Micro-événement comme vie du tout. C'est compliqué la matière, on perd souvent toute matérialité. Leur présence est omnisciente. Jaguar et violence. Je sais qu'ils sont toujours dans ma tête. Jaguar déteste de toutes ses forces. Jaguar crache, Jaguar crie et Jaguar pleure. Jaguar et violence. J'ai peur de devenir un geste. Alors, on rentre dans des gestes comme pulsionnels. On peut multiplier les actes. Cerveau des fois a besoin. Rassurer les pulsions, entrer dans des boucles, oublier ce qu'il y a en dehors pour rester dedans. Le sentiment que j'ai maintenant, c'est tout ce qui existe au monde. C'est ça le monde maintenant. C'est ça tout ce qui existe au monde. On va refaire, mais c'est tout ce qui existe au monde. C'est toujours le même geste, même dans la poitrine. On va refaire, mais c'est tout ce qui existe au monde. C'est toujours le même geste, même dans la poitrine.
On finit par confondre les vies et les points brillants dans le ciel. Les explosions. Ok. Ça va? Vous avez besoin d'encore un peu de temps? Tout le monde est à peu près là? Ben, on peut reprendre. Voilà, si vous voulez réapparaître. Bonjour. Enfin, merci d'abord à Jaguar, in absentia. Et voilà, n'hésitez pas à aller regarder les travaux des autres, y compris à la bibliothèque, c'est trop chouette. Les bouquins qui sont en train d'apparaître. Voilà, j'aurais mis le mien aussi, qui ressemble à rien de particulièrement très intéressant, mais c'est au moins un petit booklet d'un texte qui compte beaucoup pour moi et du coup où j'ai fait une pratique que je vous encourage à faire. Non, je pense qu'on la fera en cours de semestre. Une pratique très simple qui consiste à simplement recopier un livre. Donc voilà, là j'ai recopié du record qui s'appelle Les usages de l'érotique. Voilà. Mais il y a plein de livres que vous avez postés qui sont hyper touchants, hyper beaux, hyper forts. Donc c'est joyeux que les choses s'agrandissent de cette manière. Ok, alors je vous propose qu'on reprenne notre exploration. Vous avez vu dans la conversation de groupe, je vous ai envoyé un PDF, c'est le PDF des textes du jour. Et dans ce PDF, il y a donc le texte que je vous ai fait voir tout à l'heure de Sueli Rolnik. Il y a aussi un extrait de ce texte. Vous voyez bien le bon écran, hein, l'écran du manifeste anthropophage, publié dans la revue d'anthropophagie. Alors, ce texte-là, c'est disons la raison pour laquelle on parle, on parle d'anthropophagie aujourd'hui, pourquoi ce terme est revenu un petit peu, non pas tellement à la mode, mais disons à acquérir une certaine currency dans la manière de parler de l'art et de la manière en fait de parler en général d'un point de vue décolonial. Ce texte est vraiment la raison pour laquelle l'anthropophagie est devenue une manière positive d'investir notamment les Amérindiens. Il est écrit par Oswald de Andrade. Je pense que si les Brésiliennes me corrigeront, dont vous avez le nom dans l'exemplier. Et Oswald de Andrade, c'est un poète brésilien qui propose de lancer une poésie brésilienne, disons, par résistance à l'envahisseur portugais et par résistance à la culture portugaise qui est quand même massivement imposée à la Caraïbe et plus généralement au Brésil, en disant nous avons des savoirs caractéristiques du fait d'avoir été l'objet de la colonisation. Et ces savoirs peuvent faire la base d'une nouvelle poésie, d'une nouvelle manière de faire de l'art. Alors, un des slogans de ce manifeste anthropophage, c'est Tupi or not Tupi, that is the question. Alors, Tupi, c'est un peuple indigène brésilien, donc c'est un jeu de mots à la con. Mais effectivement, on pourrait se dire être Tupi ou ne pas être Tupi, telle est la question. Mais plus important que cette connerie, seul m'intéresse ce qui n'est pas mien, loi de l'homme, loi de l'anthropophage. Bon, indépendamment du
de l'homocentrisme, l'homocentrisme de cette phrase. Seul m'intéresse ce qui n'est pas mien, loi de l'humain, loi de l'anthropophage. Qu'est-ce que ça veut dire cette loi de l'humain, loi de l'anthropophage? C'est l'idée, comme je le disais au tout départ, que ce qui caractérise l'anthropophagie, c'est le désir d'accueillir l'autre en soi. Et ça, c'est assez bien rendu dans un texte préparatoire que Oswald de Andrade utilise pour penser cette anthropophagie en 1929. Je lis cet extrait qui est donc le deuxième, enfin là, ce que je souligne. L'anthropophagie a remédié à l'impossibilité de fermer les ports par un procédé nationalisateur des plus ingénus et bien brésilien, qui consiste en l'assimilation des qualités. Seule la communion anthropophagique résoudra le problème de la formation de la langue brésilienne et du Brésil brésilien, sans vêtements, sans artifice, plein de facettes et de personnalités. Alors qu'est-ce que dit Andrade là? Il dit il y a deux stratégies qui s'opposent au moment de la colonisation. Il y a une stratégie qui consiste à envahir. Mais qu'est-ce que l'envahissement? Sinon le geste d'arriver et de demander à l'autre de devenir le même. Oui. Tu arrives et tu dis à l'autre, je voudrais que tu sois comme moi. Oui. Donc, il y a plusieurs stratégies pour faire ça. On peut dire la première stratégie, c'est l'éradication. Donc, il suffit d'éradiquer les peuples qui habitent pour les remplacer par d'autres. Oui, donc une sorte de blanchification de l'espace, ça c'est une des logiques. L'autre logique, hein, c'est l'envahissement culturel. On pourrait dire ce qu'on pourrait appeler la viralité culturelle. Oui, vous remarquez que la stratégie coloniale et la stratégie virale sont assez proches en fait, hein, parce que qu'est-ce que c'est qu'un virus? C'est une entité qui entre dans un corps pour demander à ce corps de coder la réplication de lui-même plutôt que de coder pour son corps. Donc c'est exactement la logique coloniale qui est à l'œuvre là, hein, c'est la logique d'entrer dans un espace pour lui demander de faire du même au lieu de faire de l'autre. D'accord. Alors ça, c'est la première logique, la logique coloniale. Maintenant, la logique colonisée, parce que évidemment, il y a une contre-logique, et c'est ça quelque chose qui est généralement tu et que ce mouvement, notamment anthropophage, va mettre en lumière. La logique contre-coloniale, si vous voulez, n'est pas une logique qui résiste spécifiquement l'envahissement, mais qui considère que l'absorption de l'autre fait partie de l'existence même. Vous voyez, là, on peut relire la première phrase. L'anthropophagie a remédié à l'impossibilité de fermer les ports par un procédé nationalisateur des plus ingénus et bien brésiliens qui consiste en l'assimilation des qualités. Autrement dit, hein, on revient à cette scène inaugurale de la consommation de l'évêque Sardinia dont on parlait au tout début. Il y a l'idée que comme stratégie contre-coloniale, les colonisés vont non pas refuser les qualités qui leur sont proposées, mais au contraire faire une, un geste d'hybridation, un geste d'assimilation des qualités de l'autre. Plutôt que de créer du deux, plutôt que de créer de la binarité, le geste va consister à accumuler, articuler, mélanger, créer des syncrétismes, hein. Vous vous rappelez ce terme de syncrétisme qui est la rencontre notamment de plusieurs religions, de plusieurs cultures, etc. Donc là, on a l'idée de Andrade qui dit, mais en fait, il y a une puissance. Il y a une puissance qui est à l'œuvre dans les personnes qui sont colonisées, dans les pays qui sont colonisés. Il y a une manière de vivre à l'intérieur des systèmes qui nous oppressent, qui n'est pas de les rejeter, mais au contraire de les absorber, de les transformer, de les adapter à nous, d'en faire quelque chose euh, de beaucoup moins binaire que la colonisation propose, hein. La colonisation propose l'opposition entre le civilisé et le non civilisé. Oui, ou le civilisé, si vous voulez. Celle qui doit être civilisée. C'est un refus de la catéchèse, si vous voulez, en ce sens-là. C'est un refus de l'idée que nous ayons à être éduqués. Nous pouvons absorber, prendre en nous, digérer, faire autre chose avec vous. Donc voilà, c'est ça que nomme très spécifiquement l'anthropophagie dont parle
Oswald de Andrade, qui est l'idée qu'on peut absorber le savoir de l'autre, le transformer, et que ça, c'est un acte de résistance aussi. Non pas pour dire que l'autre résistance qu'il considérait refuser, etc., est mauvaise. Hein. Encore une fois, c'est pas, la question n'est pas, c'est des choses qu'on répète beaucoup dans ce cours, mais l'idée n'est pas de dire qu'il y a une bonne position et une mauvaise position dans cette histoire, enfin qu'il y a des bonnes stratégies de résistance et des mauvaises stratégies de résistance. Je serais bien incapable de me positionner là-dessus. Mais par contre, on peut s'apprendre à renommer d'autres stratégies que celles qu'on a l'habitude de renommer. Voilà. Et c'est un peu l'intention générale du cours. Voilà, donc l'anthropophagie, c'est une sorte de manière de renommer la pratique de la non-binarité et de l'ingestion plutôt que de la résistance. Voilà, c'est pour ça qu'on peut trouver des phrases dans le manifeste comme l'obstacle à la vérité, c'est le vêtement, l'imperméable entre le monde extérieur et le monde intérieur. Réagir contre l'homme vêtu. Oui. Donc l'obstacle à la vérité, c'était le vêtement, l'imperméable entre le monde extérieur et le monde intérieur. Réagir contre l'homme vêtu. Voilà cette phrase qui. Ah mince, mais je suis pas du tout en train de partager le document en PDF là, si? Si? Oui, merci Nina. OK. OK, tout va bien. Oui, parce qu'en fait, mon partage d'écran n'est pas au même endroit que mon PDF. Enfin bon. On voit bien là une espèce de... Évidemment, c'est à nouveau une manière, vous entendez comment là il retourne une des bases du mépris colonial pour les indigènes qui sont censés se balader à poil et on ne sait pas trop pourquoi, et c'est dégueulasse, enfin, vous voyez. Et lui, il vient retourner cette accusation en disant, mais en fait, le vêtement, c'est un des symboles de la séparation, moi, le monde, ou disons de la subjectivité et de son environnement. Donc la nudité, la pratique de la nudité, l'espace dénudé du tupi Namba, hein, donc l'espace dénudé du tupi, c'est un espace qui refuse la séparation, la binarité. Cette fois-là, la binarité, la séparation entre le soi et le cosmos. Ouais. Euh, Là, il y a des propositions, vous voyez, métaphysiques qui sont tout de suite en jeu dans ce manifeste anthropophage et qui s'opposent très frontalement à la métaphysique occidentale et à son séparatisme qui est voilà, structurellement intégré dans ces logiques. Alors, l'idée, donc, comme dans tous les mouvements décoloniaux, si vous voulez, l'idée, c'est d'inverser le regard anthropologique, c'est-à-dire de faire parler, de penser depuis depuis les colonisés ou depuis les indigènes, c'est eux qui vivaient avant que les Européens n'arrivent. Je vous ai mis là une image assez incroyable d'un texte de Guaman Poma de Ayala. Il y a des images qui circulent par l'une des collines qui nous balance des images. Qu'est-ce que tu nous racontes avec des images, l'une des collines bon. C'est pas grave, c'était très bien vu. Donc Guaman Poma de Ayala, qui est... alors là, c'est un livre, en fait, qu'il a envoyé d'à peu près 1500 pages. C'est un... Ah bah merde, maintenant, je sais plus du tout. Ah, quelqu'un sait? Cusco, c'est où? Pérou? Non? Oui, ça doit être je sais plus du tout. Bon, c'est un Inca, enfin c'est un potentat Inca, enfin quelqu'un qui a relativement du pouvoir, et qui va faire une chronique de l'invasion espagnole, qui écrit un traité de 1500 pages avec des dessins incroyables qui sont tout à fait disponibles maintenant en ligne, c'est comme ça que je les ai obtenus, et qui raconte comment lui perçoit l'invasion
Donc ça, c'est au XVIIe siècle, hein. Comment lui perçoit l'invasion et en fait, il fait cette chronique, du gouvernement espagnol, alors peut-être au Pérou, peut-être au Mexique, excusez-moi, mes connaissances en Amérique du Sud ne sont pas hyper développées non plus. Il fait cette chronique et il l'envoie au roi. Donc c'est vraiment un discours qui est adressé au roi. Alors, et où il lui propose une meilleure manière de gouverner que celle qui est en cours, qui est principalement basée sur le massacre et les abus les plus violents qu'on voit plutôt sur la partie droite de l'image. Sur la partie gauche, on voit une conversation assez étonnante entre qui mélange le langage inca et le langage espagnol. Euh, la personne à gauche pose la question: «Est-ce que tu manges de l'or?» Et l'Espagnol répond: «Oui, oui, je mange de l'or». Voilà, c'est ça ce qui se passe là dans la relation. Donc, ces effets de traduction entre les deux. C'est-à-dire, on pose la question dans une langue, on répond dans l'autre langue. Donc, c'est comme un manuel de traduction, si vous voulez, ce qui est un très bon, c'est hyper malin de sa part. Et il y a, en fait, dans toute la série, on voit ces effets de traduction euh, qui parcourent l'image. Bon voilà, je le mentionnais parce que c'est une œuvre intéressante, d'autant plus intéressante qu'elle n'a pas été lue. C'est-à-dire que le roi l'a même pas reçue, a priori. On l'a retrouvée au XXe siècle, ce texte de 1600 pages qui nous a permis de comprendre des choses du langage inca, enfin des choses un peu. Voilà. On l'a retrouvé au XXe siècle dans les archives de la bibliothèque royale de la couronne. Je vous montre cette image parce que, voilà un exemple s'il en était besoin, il y a de l'articulation qui se fait du côté des colonisés, et dès le début. Hein, il y a une articulation très claire, hein, qui se fait du côté des colonisés, de ce qui est en train de se passer et simplement il y a une manière autre de considérer, l'enjeu de la rencontre, l'enjeu et les enjeux qui se cachent, notamment par exemple, dans des efforts de traduction réciproque, dans des efforts de compréhension réciproque des manières de faire, même si elles sont jugées extrêmement violentes dans le cas présent. Alors, ce retournement du regard, c'est l'objet d'un livre vraiment très célèbre maintenant, d'anthropologie, qui s'appelle ah bah, il est là, pardon. Un livre d'anthropologie qui s'appelle Métaphysique cannibale, du philosophe, anthropologue brésilien Eduardo Viveros de Castro. Bon, aujourd'hui, on est chez les Brésiliens, c'est comme ça. C'est là qu'il y a les cannibales. Qui est notamment l'auteur de, c'est pour ça que je nous ai fait écouter Jaguar, son enregistrement, qui est notamment l'auteur du regard du jaguar. Vous voyez en bas à gauche du PowerPoint là. Introduction au perspectivisme amérindien, qui je crois n'a pas été traduit. Le regard du jaguar, c'est une histoire assez belle que Eduardo Viveros de Castro raconte, qui est une pratique chez les Runa, je crois, d'Amazonie, qui consiste à se doter de, quand on va à la chasse pour éviter de se faire bouffer par le jaguar, à se doter d'un masque qu'on met sur l'arrière du crâne. Alors pourquoi on se met un masque sur l'arrière du crâne? Eh ben parce qu'il se trouve que les jaguars, comme la plupart des grands prédateurs, sont pas des, enfin voilà, sont de fins tacticiens et n'attaquent leur proie que quand elles sont de dos. Et les Runa en ont conclu donc qu'une bonne technique pour éviter d'être attaqué par un jaguar consistait à se mettre deux faces de chaque côté, ce qui évite au prédateur d'attaquer, puisqu'il va faire le tour perpétuellement du corps en croyant qu'il est toujours de face de quelque côté qu'il le regarde. Bon. Le,
Pardon. Le, le travail de Eduardo Villeros de Castro, qui s'inscrit vraiment pleinement dans la lignée du manifeste anthropophage de Oswald de Andrade, enfin il s'en réclame très, très, très concrètement, consiste donc à essayer de faire en sorte qu'on puisse considérer les pratiques et les métaphysiques euh, indigènes comme étant des pratiques et des métaphysiques à part entière, comparables à celles qui sont déployées par la métaphysique occidentale. Oui, l'idée est de dire, bah, il y a en fait une densité conceptuelle, des philosophies tout à fait comparables, aussi épaisses, si vous voulez, euh, même si elles ne sont pas dotées d'une tradition scripturaire aussi vaste que celle de l'Europe, donc des condensés de métaphysique aussi épais que celles qu'on peut trouver dans la métaphysique occidentale. Ok. L'idée est donc de se prêter à ce regard-là. Alors, il prend pour point de départ une remarque que fait Claude Lévi-Strauss, qui est donc un anthropologue français, euh, euh, dans un petit livre qui est d'une lecture assez aisée et très puissante, qui s'appelle Race et Histoire. L'anecdote est la suivante, qui se condense assez bien. Je la lis, elle est affichée sur l'écran. Dans les grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes avaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger les Blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible, mais je vais l'expliquer. Euh, L'idée est qu'il y a deux positionnements à l'égard de qui est un étranger, de ce qu'est un étranger. On va arriver doucement à la question qu'est-ce que mangent les cannibales, parce que cette petite anecdote nous fournit une réponse. Quand les Européens arrivent, quand les Espagnols arrivent spécifiquement, la question qui, elle, se pose est de savoir si les indigènes ont une âme. Oui. Est-ce qu'ils, sont susceptibles d'être convertis à la chrétienté? Donc, ce qui, elle, présuppose dans la rencontre avec l'autre, ce que les Européens présupposent dans la rencontre avec l'autre, c'est quoi? C'est que ce qu'ils voient, ou pour le dire autrement, pour un Européen, tout ce qui est chose un peu élue, un peu, oui, c'est la théorie un peu classique de l'animal-machine, par exemple. Oui. L'idée que l'animal, en fait, n'est que un corps. Il n'y a pas d'âme dedans. Ça sent rien, ça c'est Descartes. Oui, alors vous voyez un peu l'idée de base. Ouais, vous rencontrez quelque chose que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous pensez? Vous vous dites, bon, bah, ça c'est sûr, c'est un corps. Maintenant, il faut encore savoir si c'est une âme. Oui, ça va nous prendre un peu de temps, il faut des procédures, on va faire des procès, on va faire des examens, etc. Je vous rassure, la réponse, enfin, je vous rassure, je ne sais pas si je vous rassure, mais je vous rappelle que la réponse est positive à l'égard des indigènes. C'est le procès de Valladolid qui en décide et qui permet mais qui se fait au prix totalement exorbitant de considérer que par contre les Africains n'en ont pas, ce qui va justifier l'esclavage. Oui, le procès de Valladolid, c'est un moment un peu à double tranchant, si vous voulez. À la fois, on dit que les indigènes ont une âme, mais étant donné qu'ils viennent d'être décimés, ça ne change pas grand-chose. Et en même temps, on condamne toutes les personnes originaires d'Afrique à ne pas en avoir. Donc on a là une drôle de présupposition spécifique à l'Occident, qui est l'autre, c'est du corps. Maintenant, regardons ce que font les indigènes, dont parle Lévi-Strauss. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'emploient, je le relis, s'emploient à immerger les blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. Autrement dit, que font les indigènes?
Ce qu'il présuppose, c'est que l'autre est un esprit. Il rencontre un autre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il pense, et il se dit, bon, de toute façon, au moins, on est sûr d'une chose, c'est un esprit. C'est un être plein d'animation, plein de capacités, plein de pouvoirs qu'il faut, voyez, considérer comme une entité pleine. Par contre, ce qui n'est pas sûr, et ce pourquoi il va falloir faire quantité de tests, procédés scientifiques, etc., ce qui n'est pas sûr, c'est que l'autre est un corps. Ça, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir, il faut des techniques précises. Bon, là, en l'occurrence, la noyade et la putréfaction, c'est pas très. Voilà. Mais là, au moins, on sera à peu près sûr qu'ils ont un corps, c'est s'ils pourrissent. Parce que c'était pas certain. Et voyez comment. Alors, Claude Lévi-Strauss, dans cette anecdote très belle, dit bien sûr, dans les deux cas, il y a une altérisation extrême. C'est-à-dire que dans les deux cas, quand on rencontre l'inconnu, on considère que l'inconnu est extrêmement autre. D'un côté, il est pur esprit, d'un côté, il est pur corps, mais disons, et Lévi-Strauss dit, mais quand même, je préfère la deuxième l'option indigène, l'option qui considère d'emblée, quoi qu'il arrive, que tu es un esprit, toi autre, tu es un esprit. Cette considération-là lui paraît, en tout cas à Lévi-Strauss, plus généreuse d'emblée, puisque, et ça c'est une des implications dans les métaphysiques cannibales, justement, dans les métaphysiques, des indigènes d'Amazonie, il y a la présupposition que l'autre est une entité pleine et entière, capable de s'autodiriger, de désir, et voire en fait d'une humanité comparable à la nôtre. Oui. Alors, tout ça pour expliquer en fait ce qu'on doit et disons ce qu'on peut entendre par ce mot de métaphysique cannibale. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble des croyances qui vont derrière le cannibalisme? Et là, Viveiros de Castro va proposer quelque chose d'assez finalement différent de ce qu'on a présenté jusque-là, à savoir l'idée du rituel cannibale classique tel que je l'ai présenté, la consommation c'est-à-dire la consommation de chair humaine, endo ou exocannibalisme, dans le cas des ennemis, etc. En fait, Viveiros de Castro, qui lui a passé pas mal de temps avec les runas, ça vise que c'est hyper rare chez eux. Alors, il ne sait pas si c'est pour des raisons historiques, parce qu'au bout d'un moment, ils s'en sont lassés, ou si c'est parce que lui, il n'arrive pas à être suffisamment en confiance avec eux pour que eux lui confient leur pratique cannibale. Bref, il ne sait pas trop, mais en tout cas, il n'observe pas tellement de relations anthropophages strictes. Par contre, ce qu'il va appeler cannibalisme, c'est en fait toute leur relation à la prédation. Il élargit le concept de cannibalisme à un truc tout à fait différent qui est simplement l'acte de se nourrir d'un autre. Pourquoi il appelle ça du cannibalisme? Eh ben, c'est en raison de ce qu'on vient de montrer. Il appelle ça du cannibalisme parce que, justement, une des caractéristiques de, ces métaphysiques, des indigènes, alors là, des Runas et des Tupis. Une des caractéristiques de ces indigènes, c'est qu'ils croient spontanément que tout a une âme. Et même plus spécifiquement, ils croient que tout est une personne, que tout est de son point de vue oh pardon, je vous ai partagé le mauvais écran, que tout est de son point de vue, d'une certaine manière, un être humain à part entière. Alors c'est ce que dit ce petit extrait que je nous propose de lire. Est-ce que quelqu'un voudrait lire? Ça fera que au moins ma voix ne sera pas entendue pendant 5 minutes, ça fera peut-être pas de mal à nos oreilles. Allez, Hugo. J'y vais. Vas-y. Métaphysique cannibale, Eduardo Viveiros de Castro. Les animaux prédateurs et les esprits voient les humains comme des proies, alors que les proies voient les humains comme des esprits ou comme des prédateurs.
Continue. Ah, t'as Il a coupé le... ton micro. Ah oui, c'est ça. Hop. Ouais, non, j'avais Ok, pas vu. Je vais te reprendre. vas-y. Les animaux prédateurs et les esprits voient les humains comme des proies, alors que les proies voient les humains comme des esprits ou comme des prédateurs. L'être humain se voit lui-même comme tel. La lune, le serpent, le jaguar et la mère de la variole le voient. Cependant, comme un tapir ou un pécari qu'il tue. Remarque Baer au sujet des Mitsugenghua, l'Amazonie péruvienne, en nous voyant comme des non-humains. C'est eux-mêmes, leurs congénères respectifs, que les animaux et les esprits voient comme des humains. Ils se perçoivent comme ou deviennent des êtres anthropomorphes quand ils sont dans leur maison ou dans leur village, et appréhendent leur comportement et leurs caractéristiques, sous une apparence culturelle. Ils perçoivent leur aliment comme un aliment humain. Les jaguars voient le sang comme de la bière de maïs. Les vautours voient les vers de la viande putréfiée comme du poisson grillé, etc. Ils voient leurs attributs corporels, pelage, plumes, griffes, bec, etc., comme des parures ou des instruments culturels. Leur système social est organisé à la manière des institutions humaines, avec des chefs, des chamans, des moitiés exogames, des rites, etc. La rencontre ou l'échange de perspectives est un processus dangereux et un art politique, une diplomatie. Si le relativisme occidental a le multiculturalisme comme politique publique, le perspectivisme chamanique amérindien a le multinaturalisme comme politique cosmique. Le chamanisme est un mode d'agir qui implique un mode de connaître, ou plutôt un certain idéal de connaissance, qui contraste avec l'épistémologie occidentale. Notre jeu épistémologique s'appelle objectivation. Ce qui n'a pas été objectivé reste irréel ou abstrait. La forme de l'autre est la chose. Le chamanisme amérindien est guidé par l'idéal inverse. Connaître, c'est personnifier, prendre le point de vue de ce qui doit être connu. La forme de l'autre est la personne. La bonne interprétation chamanique est celle qui réussit à voir chaque événement comme étant en vérité une action, une expression d'état ou de prédicat intentionnel d'un agent quelconque. Super, merci. Bon, c'est un texte dense, mais qui dit quelque chose de assez, bon, d'abord assez simple, à savoir, donc c'est cette idée très forte d'Eduardo Viveros de Castro qu'il appelle le perspectivisme. Le perspectivisme, c'est l'idée que de leur point de vue à elles, toutes les autres créatures du monde se considèrent comme des êtres à part entière. Oui, même si nous, on ne les voit pas comme telles, de toute façon, de leur point de vue à elles, on peut dire qu'elles sont des personnes, hein, des êtres complets. Le mot que les, par exemple, le mot que les runas utilisent pour dire personne, c'est le mot qu'elles utilisent pour dire le peuple runa, hein, pour se dire eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire le mot humain. Il n'y a pas de distinction entre personne et humain. Et les jaguars sont des runas, mais de leur point de vue. Les pécaris, qui sont des espèces de petits cochons sauvages, sont aussi des humains, mais de leur point de vue. Donc, hein, c'est tout ce qui est raconté là dans cette histoire de il y a différentes institutions sociales, attributs corporels, etc. Alors, bien sûr, vous me direz, mais c'est ça l'anthropomorphisme, c'est horrible, c'est pas bon, c'est pas bien. Enfin, oui, c'est de la projection, hein, c'est comme ça qu'on dit en Occident. On projette. Ouais. Mais réfléchissez négativement, enfin, inversement. On peut dire euh, comment l'anthropocentrisme fonctionne, qui est l'inverse de l'anthropomorphisme, on pourrait dire. L'anthropocentrisme fonctionne par exclusion, en disant non, mais eux, ils n'ont rien. C'est-à-dire, ils n'ont rien de ce que nous avons. Ils sont de pures machines, ils sont de purs êtres sensibles, mais ils n'ont pas de réflexion. Réfléchissez pragmatiquement à ce que cela implique. Pragmatiquement, cela implique quoi? Cela implique la pure expulsion, hein, de ces êtres hors de nos systèmes de pensée, de nos manières de les inclure, de nos manières de faire avec eux. Tandis que la manière cannibale, si vous voulez, la manière perspectiviste de fonctionner, consiste à prêter aux autres autant
de puissance, autant de complétude dans le monde que les humains qui les chassent ou dont ils sont les prédateurs. Il y a quelque chose là comme un acte, et c'est ça que Vévéros de Castro appelle diplomatique, c'est-à-dire une certaine euh, volonté de prêter les savoirs qui sont utiles à la connaissance de la socialité humaine à la connaissance des autres êtres qu'humains. L'idée étant de dire tout ce que j'ai utilisé pour me connaître, tout ce que j'ai utilisé pour connaître mes congénères, je peux le mettre au service de ma rencontre avec les autres vivants. Voilà ce qui, disons, caractérise pour Eduardo Viveiros de Castro le cannibalisme au sens le plus métaphysique et générale qu'on puisse lui donner, à savoir l'idée que celui que je vais manger, qu'il soit une plante ou un animal, quoi qu'il arrive, sera lui-même un humain. Hein. C'est-à-dire, de son point de vue, le pécari est un humain. De son point de vue, le vautour est un humain. De son point de vue, la banane est un humain. Oui, ou la bananeraie, etc. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mange, quoi que je mange, à chaque fois que je mange et quoi que je mange, en fait, je mange quelqu'un qui, de son point de vue, se rapporte à lui-même comme un humain. Oui. Et pour cette raison quoi? Eh bien, je lui dois les égards que je dois à un autre Runa. Oui. Pour cette raison, je lui dois la connaissance, l'intérêt, la révérence que je dois à un autre être humain. Et là, on peut revenir tranquillement à nos rituels anthropophages du début, les rituels qui voulaient qu'on passe 3 ans dans la compagnie de l'autre être humain qu'on va manger avant de le bouffer. Le rituel qui veut qu'on ne mange de lui que les parties qui sont extrêmement signifiantes, extrêmement capables de me transmettre quelque chose qui va me changer. Eh bien, il y a quelque chose de similaire qui est proposé là dans le cannibalisme, dans les métaphysiques cannibales d'Eduardo Viveiros de Castro, qui consiste à dire, mais là, dans notre chamanisme amérindien plus général, dans cette croyance que l'autre a une âme plutôt que de croire qu'il a juste un corps, il y a quelque chose qui invite à la médiation, hein, ou à ce qu'il appelle la diplomatie, qui invite à l'attention envers l'autre et qui invite à rester avec, oui, qui invite à l'étudier, à le penser comme un autre au sens le plus plein du terme. Là, il y a un renversement de perspective, si vous voulez, qui est donc mentionné dans ce texte. Alors, par ailleurs, il y a ce texte réalise beaucoup de travail en très peu de mots. Par ailleurs, ce texte fait mention de quelque chose d'autre, qui est la question de l'idéal de la connaissance, qui est la question de la manière dont l'Occident va considérer l'acte de connaître. Et là, il met en contraste deux stratégies de connaissance. Ça, c'est l'objet du dernier paragraphe. Le deuxième parlait plutôt des questions de politique, et le troisième parle vraiment des questions épistémologique. L'épistémologie étant la discipline qui s'intéresse aux manières de connaître. Je relis ce passage. Le chamanisme amérindien est guidé par l'idéal inverse. Connaître, c'est personnifier, prendre le point de vue de ce qui doit être connu, la forme de l'autre et la personne. La bonne interprétation chamanique est celle qui réussit à voir chaque événement comme étant en vérité une action, une expression d'état ou de prédicat intentionnel d'un agent quelconque. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ça? Ça raconte quelque chose en forme inverse. Que notre jeu épistémologique, comme le texte le dit un tout petit peu avant de ce que je viens de lire, notre jeu épistémologique, notre idée de ce que c'est que la connaissance, consiste à affirmer que ce qui est connu ne l'est qu'à condition d'être un objet. Oui. Si c'est un sujet, alors il est inconnaissable. Oui. C'est-à-dire il est trop loin, on n'arrive pas à le comprendre, etc. Mais par contre, s'il est un objet, si j'arrive à le tenir à distance, si j'arrive à le maintenir à l'écart de moi et sous un régime contrôlable, alors je peux dire que je l'ai connu. Hein. C'est la logique du laboratoire, si vous voulez.
La logique du laboratoire, c'est celle de créer des objets. Au maximum, enlever toutes les connexions, au maximum, regarder quelque chose qui va être contenable sous le regard de l'observateur. Voilà la logique de l'observation classique occidentale. De cela, le chamanisme amérindien propose comme antidote l'idée que connaître, c'est personnifier. C'est ça que dit le texte. Connaître, c'est personnifier. C'est-à-dire le mouvement inverse du laboratoire. Je ne connais pas quelque chose à mesure que je le réduis à l'état d'objet. Je connais quelque chose à mesure de ma capacité à exaucer son caractère d'agent, à exaucer son caractère de personne. Plus je suis capable de prêter du désir, de la volonté, une culture, un imaginaire à un être, plus je suis susceptible d'être dit le connaître. Oui, ça va, c'est pas. Et en fait, là, vous voyez qu'il y a une manière de, enfin, si vous connaissez un peu des artisans ou des gens qui vivent auprès de certains animaux, etc., vous verrez qu'en fait, cette idée-là n'est pas du tout étrangère à ce mode de connaissance qui, effectivement, a tendance à fonctionner par analogie, qui n'est pas une projection, bien sûr, mais une telle incorporation de l'autre qu'on commence à penser avec nos propres catégories pour le penser lui. Oui, il y a une telle connaissance de l'oiseau de tel oiseau qu'on va se mettre à être capable de penser sa maison, ses habitudes, etc., à partir de nos propres catégories. Mais bien sûr, cela suppose de la finesse. Cela suppose une connaissance très précise, très intime de l'autre vivant, qui n'est pas toujours le cas, et d'où les dangers effectivement de la projection qu'on remarque assez régulièrement. Alors voilà, en tout cas, ce que je voulais dire principalement sur cette question du cannibalisme et cette réappropriation, d'abord à partir de la poésie et ensuite à partir de la métaphysique et de l'anthropologie elle-même, à savoir l'idée que les cannibales, contrairement à l'image qu'on s'en fait, ne sont pas ces sauvages qui consomment des êtres humains, tout simplement, mais en fait, c'est eux qui se prêtent à l'idée qu'on pourrait bien considérer tous les autres comme des personnes. Voilà l'acte de base du cannibalisme, ça serait de dire j'ai des égards, je dois des égards à l'autre que je consomme. Alors, je voulais, mais peut-être qu'il est un peu tard, encore qu'on pourrait simplement le lire en guise de conclusion. Je voulais que nous lisions ensemble un texte assez célèbre de Claude Lévi-Strauss qui parle avec éloquence de cette question du cannibalisme en rapport à la question du carnivorisme, c'est-à-dire de la consommation de viande humaine. C'est un article de viande humaine, pardon, de viande animale. C'est un article, vous l'avez vu, je vous l'ai mis en pièce jointe. C'est un article qui est publié par Lévi-Strauss, bon là en 2001, mais en fait il est d'abord paru en version originale en 96, en pleine épidémie de la vache folle. Alors, je sais pas, est-ce que vous connaissez la vache folle? Vous avez entendu parler de la vache folle? Ou alors je suis juste je suis vraiment beaucoup trop vieille et du coup, Bah, ma culture de base, oui, la vache je vous folle, écoute. c'est une vache qui a eu la rage. Et, Oui, c'est pas si éloigné, à ceci près que la vache folle, c'est donc une épidémie qui a eu lieu dans les années 90 et qui était effectivement une forme de maladie qui atteignait les vaches et qui en fait était liée au fait qu'on les nourrissait d'elles-mêmes. On s'est mis à créer, on s'est mis à, ouais, c'est un truc hyper glauque. On s'est mis à créer des espèces de, vous voyez les espèces de céréales compactées qu'on sert aux vaches. En fait, on s'est mis à en fait servir aux vaches des broyats de des os et des viscères, enfin des choses inconsommables par les humains. On les rebroyait, on créait des espèces de petites céréales et on les renourrissait aux vaches directement. Donc on faisait des vaches des cannibales.
faut imaginer que ça c'était dans les années 90, donc il y a 20 ans, enfin il n'y a pas si longtemps. Enfin, moi j'ai connu le scandale très directement, j'ai des amis qui sont. Donc c'est années 80-90. Donc cette pratique, qui est vraiment là une pratique vraiment de cannibalisme forcé, si vous voulez, chez la vache, est l'occasion pour les Vistros de réfléchir plus généralement à la question de la consommation de viande et de ce à quoi elle est susceptible de nous ouvrir ou au contraire de nous fermer. Est-ce que ça vous dit, vous avez encore l'énergie, la foi, qu'on fasse simplement une lecture et peut-être il y a pas d'autres choses à se dire à partir de là, de ce texte qui, je pense que c'est l'histoire de peut-être 10, 10 minutes. Oui, alors Broise écrit que le cannibalisme en soi ne serait pas mauvais pour elles si elles étaient omnivores. Bon, la vérité, c'est qu'elles sont probablement omnivores parce que l'essentiel de ce que mangent les vaches, c'est les bactéries, enfin les petits insectes qui sont sur les herbes et les bactéries qui sont dans leur estomac. Donc les vaches consomment plutôt de la viande que de l'herbe, contrairement à l'image qu'on s'en fait. Mais l'article en parle un peu. Pareil, mais tu as tout à fait raison. Hein, le problème, le problème est multiple. Il n'y a pas vraiment de réponse unique. Ça vous dit qu'on se fasse cette petite lecture? Et comme ça, on peut. Ouais, on y va? Ok. Eh ben, qui veut commence et on peut prendre le relais quand on le souhaite, un peu comme on l'a entraîné un certain nombre de fois avec un bon nombre d'entre vous. Je veux bien commencer. Allez. Alors, pour les Amérindiens et la plupart des peuples restés longtemps sans écriture, le temps des mythes fut celui où les hommes et les animaux n'étaient pas réellement distincts les uns des autres et pouvaient communiquer entre eux. Faire débuter les temps historiques à la tour de Babel, quand les hommes perdirent l'usage d'une langue commune et cessèrent de se comprendre, leur eût paru de traduire une vision singulière étriquée des choses. Cette fin d'une harmonie primitive se produisit, selon eux, sur une scène beaucoup plus vaste. Elle affligea non pas les seuls humains, mais tous les êtres vivants. Aujourd'hui encore, Pardon, je réajuste la taille, comme ça ça sera peut-être moins difficile. C'est bien comme ça? Parfait. Là, je vois plus. C'est trop gros. Ah merde. Là? Non, je vois pas tout. Si j'enlève la vidéo, c'est bon. Alors, du coup, je continue. Aujourd'hui encore, on dirait que nous restons confusément conscients de cette solidarité première entre toutes les formes de vie. Rien ne nous semble plus urgent que d'imprimer, dès la naissance ou presque, le sentiment de cette continuité dans l'esprit de nos jeunes enfants, nous les entourant de simulacres d'animaux en caoutchouc ou en peluche, et les premiers livres d'images que nous leur mettons sous les yeux leur montrent, bien avant qu'ils ne se rencontrent, l'ours, l'éléphant, le cheval, l'âne, le chien, le chat, le coq, la poule, la souris, le lapin, etc. Comme s'il fallait, dès l'âge le plus tendre, leur donner la nostalgie d'une unité qu'ils ne sauront vite résolue. Il n'est pas surprenant que tuer des êtres vivants pour s'en nourrir pose aux humains, qu'ils en soient conscients ou non, un problème philosophique que toutes les sociétés ont tenté de résoudre. L'Ancien Testament en a fait une conséquence indirecte de la chute. Dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève se nourrissaient de fruits et de graines. C'est seulement à partir de Noé que l'homme devient carnivore. Il est significatif que cette rupture entre le genre humain et les animaux précède immédiatement l'histoire de la tour de Babel, c'est-à-dire la séparation des hommes les uns des autres, comme si celle-ci était la conséquence ou un cas particulier de celle-là. Ça va pour tout le monde? Juste une remarque, c'est une technique assez belle que Lévi-Strauss met là en place. Il écrit les humains et les autres animaux. C'est pas les humains et les animaux. Oui.
C'est une technique hyper simple que vous pouvez utiliser vous-même aussi. À chaque fois que vous parlez des humains et des autres animaux, de ne pas opposer les humains et les animaux, mais d'opposer les humains et les autres animaux. Ouais. Les humains sont un animal comme un autre, quoi. Ok, pardon. Qui veut reprendre la suite? Ou tu peux continuer d'ailleurs. Gwen Rente. Complètement illisible ton nom, mais j'accepte. Mais je ne sais pas comment on change. Je ne sais pas. Est-ce que C'est quelqu'un... très bien comme ça. Bon, je continue alors. Cette conception fait de l'alimentation carnivore une sorte d'enrichissement du régime végétarien. À l'inverse, certains peuples sans écriture y voient une forme à peine atténuée de cannibalisme. Ils humanisent la relation entre le chasseur ou le pêcheur et sa proie en la concevant sur le modèle d'une relation de parenté, entre des alliés par le mariage ou, plus directement encore, entre des conjoints, assimilation facilitée par celle que toutes les langues du monde, et même les notes dans les expressions argotiques, font entre l'acte de manger et l'acte de copuler. La chasse et la pêche apparaissent ainsi comme un genre d'endocannibalisme. D'autres peuples, parfois aussi les mêmes, jugent que la quantité totale de la vie existant à chaque moment dans l'univers doit toujours être équilibrée. Le chasseur ou le pêcheur qui en prélève une fraction devra, si l'on peut dire, la rembourser aux dépens de sa propre espérance de vie. Autre façon de voir dans l'alimentation carnivore une forme de cannibalisme. Le auto-cannibalisme cette fois, puisque, selon cette conception, on se mange soi-même en croyant manger un autrui. Il y a environ 3 ans, à propos de l'épidémie dite de la vache folle, qui n'était pas d'actualité, autant qu'elle l'est devenue aujourd'hui, j'expliquais au lecteur de la Repubblica, dans un article, Siamo tutti cannibali, 10-11 octobre 1993, que les pathologies voisines dont l'homme était parfois victime, Kourou en Nouvelle-Guinée, cas nouveau de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en Europe, résultant de l'administration d'extraits de cerveau humain pour soigner des troubles de croissance, étaient liés à la pratique relevant au sens propre du cannibalisme, dont il fallait élargir la notion pour pouvoir toutes les y inclure. Et voici qu'on nous apprend à présent que la maladie de la même famille qui atteint les vaches dans plusieurs pays européens et qui offre un risque mortel pour le consommateur s'est transmise par les farines d'origine bovine dont en nourrissaient les bestiaux. Elle a donc résulté de leur transformation par l'homme en cannibales sur un modèle qui n'est d'ailleurs pas sans précédent dans l'histoire. Des textes de l'époque affirment que pendant les guerres de religion qui ensanglantèrent la France au XVIe siècle, les Parisiens affamés furent réduits à se nourrir d'un pain à la base de farine faite d'ossements humains qu'on extrayait des catacombes pour les moudre. Le lien entre l'alimentation carnée et un cannibalisme élargi jusqu'à lui donner une connotation universelle a donc, dans la pensée, des racines très profondes. Il ressort au premier plan avec l'épidémie des vaches folles, puisque, à la crainte de contracter une maladie mortelle, s'ajoute l'horreur que nous inspire traditionnellement le cannibalisme étendu maintenant aux bovins. Conditionnés dès la petite enfance, nous restons certes des carnivores et nous nous rabattons sur des viandes de substitution. Il n'en reste pas moins que la consommation de viande a baissé de façon spectaculaire. Mais combien sommes-nous, bien avant ces événements, qui ne pouvions passer devant l'étal d'un boucher sans éprouver du malaise, le voyant par anticipation dans l'optique de futurs siècles? Car un jour viendra où l'idée que, pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines, inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe siècle et du XVIIe, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. La vogue croissante des mouvements de défense des animaux en témoigne. Nous percevons de plus en plus distinctement la contradiction dans laquelle nos mœurs nous enferment entre l'unité de la création telle qu'elle se manifestait encore à l'entrée de l'arche de Noé et sa négation par le Créateur lui-même à sa sortie. Parmi les philosophes, Auguste Comte est probablement l'un de ceux qui ont prêté le plus d'attention au problème des rapports entre l'homme et l'animal.
Il l'a fait sous une forme que les commentateurs ont préféré ignorer, la mettant au compte de ces extravagances auxquelles ce grand génie s'est souvent livré. Elle mérite pourtant qu'on s'y arrête. Comte répartit les animaux en 3 catégories. Dans la première, il range ceux qui, d'une façon ou d'une autre, présentent pour l'homme un danger. Et il propose tout simplement de les détruire. Je trouve ça très drôle. Mais il rassemble, Comte, c'est genre un philosophe qui systématise tout. Il range tout bien dans des cases. Donc voilà, c'est un des grands rangements qu'il a proposé. Il rassemble dans une deuxième catégorie les espèces protégées et élevées par l'homme pour s'en nourrir. Bovins, porcins, ovins, animaux de basse-cour. Depuis des millénaires, l'homme les a si profondément transformés qu'on ne peut même plus les appeler des animaux. On doit voir en eux des laboratoires nutritifs, dit Comte, où s'élaborent les composés organiques nécessaires à notre subsistance. Si Comte expulse cette deuxième catégorie de l'animalité, il intègre la troisième à l'humanité. Elle regroupe les espèces sociables où nous trouvons nos compagnons et même souvent des auxiliaires actifs, animaux dont on a beaucoup exagéré l'infériorité mentale, dit à nouveau Comte. Certains, comme le chien et le chat, sont carnivores. D'autres, du fait de leur nature d'herbivores, n'ont pas un niveau intellectuel suffisant qui les rende utilisables. Comte préconise de les transformer en carnassiers, chose nullement impossible à ses yeux, puisqu'en Norvège, quand le fourrage manque, on nourrit le bétail avec du poisson séché. Ainsi amènera-t-on certains herbivores au plus haut degré de perfection que comporte la nature animale. Rendus plus actifs et plus intelligents par leur nouveau régime alimentaire, ils seront mieux portés à se dévouer à leur maître, à se conduire en serviteurs de l'humanité. On pourra leur confier la principale surveillance des sources d'énergie et des machines, rendant ainsi les hommes disponibles pour d'autres tâches. Utopie, certes, reconnaît Comte, mais pas plus que la transmutation des métaux, qui est pourtant à l'origine de la chimie moderne. En appliquant l'idée de transmutation aux animaux, on ne fait qu'étendre l'utopie de l'ordre matériel à l'ordre vital. Vieille d'un siècle et demi, ses vues sont prophétiques à plusieurs égards, tout en offrant à d'autres égards un caractère paradoxal. Il est trop vrai que l'homme provoque directement ou indirectement la disparition d'innombrables espèces. Ça, c'était le premier point que je faisais compte. Et que d'autres sont, de son fait, gravement menacés. Qu'on pense aux ours, loups, tigres, rhinocéros, éléphants, baleines, etc., plus les insectes et autres invertébrés que les dégradations infligées par l'homme au milieu naturel anéantissent de jour en jour. Prophétique aussi, et à un point que Comte n'aurait pu imaginer, cette vision des animaux dont l'homme fait sa nourriture, impitoyablement réduit à la condition de laboratoire nutritif. L'élevage en batterie, des veaux, des porcs, des poulets en offre l'illustration la plus horrible. Le Parlement européen s'en est tout de même récemment ému. Prophétique enfin, l'idée que les animaux formant la troisième catégorie conçue par Comte deviendront pour l'homme des collabores actifs. Comme l'attestent les missions de plus en plus diverses confiées aux maîtres chiens, le recours à des singes spécialement formés pour assister les grands invalides, les espérances auxquelles donnent lieu les dauphins. La transmutation d'herbivores en carnassiers est elle aussi prophétique, le drame des vaches folles le prouve, mais dans ce cas, les choses ne se sont pas passées de la façon prévue par Comte. Si nous avons transformé les herbivores en carnassiers, cette transformation n'est d'abord pas aussi originale peut-être que nous croyons. On a pu soutenir que les ruminants ne sont pas de vrais herbivores car ils se nourrissent surtout de micro-organismes qui, eux, se nourrissent des végétaux par fermentation dans un estomac spécialement adapté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Surtout, cette transformation ne fut pas menée au profit des auxiliaires actifs de l'homme, mais aux dépens de ces animaux qualifiés par Comte de laboratoires nutritifs, erreur fatale contre laquelle il avait lui-même mis en garde car, disait-il, l'excès d'animalité leur serait nuisible. Nuisible pas seulement à eux, mais à nous, n'est-ce pas, en leur conférant un excès d'animalité, dû à leur transformation bien plus en carnivores, en cannibales, que nous avons involontairement, certes, changé nos laboratoires nutritifs en laboratoires mortifères. Quelqu'un veut prendre la suite? Ou quelqu'une? Moi, je veux bien, Oui. mais je sais plus où on en est. La maladie de la vache folle n'a pas encore gagné tous les pays. Ok, tout au début. La maladie de la vache folle n'a pas encore gagné tous les pays. L'Italie, je crois, en est jusqu'à présent indemne. Peut-être l'oubliera-t-on bientôt, soit que l'épidémie s'éteigne d'elle-même comme le prédisent les savants britanniques, soit qu'on découvre des vaccins ou des cures, ou qu'une politique de santé rigoureuse garantisse la santé des bêtes destinées à la boucherie. Mais d'autres scénarios sont aussi concevables. On soupçonne que, contrairement aux idées reçues, la maladie pourrait franchir les frontières biologiques entre les espèces, frappant tous les animaux dont nous nous nourrissons.
Elle s'installerait de façon durable et prendrait rang parmi les monnaies de la civilisation industrielle qui compromettent de plus en plus gravement la satisfaction des besoins de tous les êtres vivants. Déjà, nous ne respirons plus qu'un air pollué. Elle aussi polluée, l'eau n'est plus ce bien qu'on pourrait croire disponible sans limite. Nous la savons compter tant à l'agriculture qu'aux usages domestiques. Depuis l'apparition du sida, les rapports sexuels comportent un risque fatal. Tous ces phénomènes bouleversent et bouleverseront de façon profonde les conditions de vie de l'humanité, annonçant une ère nouvelle où prendrait place simplement à la suite cet autre danger mortel que présenterait dorénavant l'alimentation carnée. Ce n'est d'ailleurs pas le seul facteur qui pourrait contraindre l'homme à s'en détourner. Dans un monde où la population globale aura probablement doublé dans moins d'un siècle, le bétail et les autres animaux d'élevage deviennent pour l'homme de redoutables concurrents. On a calculé qu'aux États-Unis, les 2/3 de céréales produites servent à les nourrir. Et n'oublions pas que ces animaux nous rendent sous forme de viande beaucoup moins de calories qu'ils n'en consomment au cours de leur vie. Le 5e, m'a-t-on dit, pour un poulet. Une population humaine en expansion aura vite besoin pour survivre de la production céréalière actuelle tout entière. Rien ne restera pour le bétail et les animaux de basse-cour. De sorte que tous les humains devront calquer leur régime alimentaire sur celui des Indiens et des Chinois où la chair animale couvre une très petite partie des besoins en protéines et en calories. Il faudra même peut-être y renoncer complètement, car tandis que la population augmente, la superficie des terres cultivables diminue sous l'effet de l'érosion et de l'urbanisation. Les réserves d'hydrocarbures baissent et les ressources en eau se réduisent. En revanche, les experts estiment que si l'humanité devenait intégralement végétarienne, les surfaces aujourd'hui cultivées pourraient nourrir une population doublée. Il est notable que dans les sociétés occidentales, la consommation de viande tend spontanément à fléchir, comme si ces sociétés commençaient à changer de régime alimentaire. En ce cas, l'épidémie de la vache folle, en détournant les consommateurs de la viande, ne ferait qu'accélérer une évolution en cours. Elle lui ajouterait seulement une composante mystique faite du sentiment diffus que notre espèce paye pour avoir contrevenu à l'ordre naturel. Les agronomes se chargeront d'accroître la teneur en protéines des plantes alimentaires, les chimistes de produire en quantité industrielle des protéines de synthèse. Mais même si l'encéphalopathie spongiforme, nom savant de la maladie de la vache folle et d'autres apparentés, s'installe de façon durable, gageons que l'appétit de viande ne disparaîtra pas pour autant. Sa satisfaction deviendra seulement une occasion rare, coûteuse et pleine de risques. Le Japon connaît quelque chose de semblable avec le fugu, poisson tétrodon d'une saveur exquise, dit-on, mais qui, imparfaitement vidé, peut être un poisson mortel. La viande figurera au menu dans des circonstances exceptionnelles. On la consommera avec le même mélange de révérence pieuse et d'anxiété qui, selon les anciens voyageurs, imprégnait les repas cannibales de certains peuples. Dans les deux cas, il s'agit à la fois de communiquer avec les ancêtres et de s'incorporer à ces risques et périls, la substance dangereuse d'êtres vivants qui furent ou sont devenus des ennemis. L'élevage, non rentable, ayant complètement disparu, cette viande achetée dans des magasins de grand luxe ne proviendra plus que de la chasse. Nos anciens troupeaux, livrés à eux-mêmes, seront un gibier comme un autre dans une campagne rendue à la sauvagerie. On ne peut donc pas affirmer que l'expansion d'une civilisation qui se prétend mondiale uniformisera la planète. En s'entassant comme on le voit à présent dans les mégalopoles, aussi grandes que des provinces, une population naguère mieux répartie évacuera d'autres espaces. Définitivement désertés par leurs habitants, ces espaces retourneraient à des conditions archaïques. Ça et là, les plus étranges genres de vie s'y feraient une place. Au lieu d'aller vers la monotonie, l'évolution de l'humanité accentuera les contrastes en créant même de nouveaux, rétablissant le règne de la diversité, rompant les habitudes millénaires. Telle est la leçon de sagesse que nous aurons peut-être un jour appris des vaches folles. Super, merci. Bon voilà, un texte un peu prophétique, donc écrit, faut penser il y a 25 ans, qui anticipe, un certain nombre de choses. Est-ce que je suis au oui, je suis audible. Qui anticipe un certain nombre de choses. Il y a plein de choses intéressantes qui se disent là-dedans, mais, il y a
En fait, c'est ce retournement-là qui m'intéresse, que là je souligne, à savoir l'idée que à terme, il n'est pas exclu qu'il y ait une réintégration possible de la consommation de viande, mais qui se fasse non plus sur la base de la consommation industrielle et sous la forme de l'exposition assez enfin, particulière des membres des victimes chevalines ou bovines dans des vitrines, mais qui implique ce mélange de révérence pieuse et d'anxiété qui, selon les anciens voyageurs, imprégnait les repas cannibales de certains peuples, à savoir une pratique qui implique non pas de consommer simplement de la viande comme quelque chose qui permettrait de se nourrir, mais de consommer un autre être plein et entier qui exige pour cela un rapport de connaissance et de fréquentation et de révérence dont serait digne n'importe quel autre être humain. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais qu'on lise. Est-ce qu'il y a des réactions? On a parcouru pas mal de choses très diverses et il est déjà 18h45. Vous voulez sans doute aller bouffer vos camarades ou juste à manger, quoi. Mais merci d'avoir tenu jusque-là. On se retrouve a priori à la rentrée. Alors, dites-moi, attendez, je vais couper l'enregistrement comme ça. Il n'y a plus la pression